Bonsoir tout le monde, on est en direct pour le débriefing de la situation en Syrie. On n'arrête pas l'info, c'est un événement, vous le savez déjà, complètement historique. On va voir géopolitiquement pourquoi c'est un événement complètement historique. C'est peut-être le plus gros coup infligé à Moscou depuis au moins 2014, peut-être même plutôt 2011. Supérieur à la situation en Ukraine. Et oui, vous me direz, la situation en Ukraine, ce sont quand même des dizaines de milliers de morts et de blessés côté russe. Certes, l'économie russe dans son ensemble a complètement absorbé le choc. Elle s'est même améliorée. Les Russes ont été capables de réduire la corruption dans leur armée grâce à l'Ukraine. C'est difficile de faire un bilan sur l'Ukraine, même maintenant, mais d'une façon générale, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo il y a 1030 jours, la Russie ne pouvait que gagner un peu beaucoup passionnément la guerre en Ukraine. La CIA avait fait le pari que la guerre en Ukraine serait suffisante pour renverser carrément Poutine, pour provoquer un coup d'État. C'était pas complètement idiot dans le sens où le métier de la CIA, c'est de faire des coups d'État. On va y revenir, c'est son métier principal. La CIA est de très loin la meilleure agence de renseignement humain au monde, pas dans le sens humain, dans le sens où ils font les choses humainement, mais dans le sens où l'influence sur des humains et l'intelligence humaine, le renseignement humain, l'humain, la CIA est clairement la meilleure agence là-dessus et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que fait la CIA aujourd'hui, aucune agence de renseignement ne peut le faire. Le SVR peut absolument pas le faire. Le KGB pouvait, à certains égards, le faire pendant la guerre froide, mais certainement pas le SVR aujourd'hui, qui est donc l'héritier extérieur du KGB. Comme vous le savez, dans les régimes totalitaires, en général, vous avez la même agence de renseignement pour l'intérieur et l'extérieur. C'est bien pour ça que le KGB remplissait le rôle aussi bien du FBI que de la CIA pour l'équivalent américain. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Cependant, la CIA a toujours eu l'ascendant sur les autres agences à trois lettres parce qu'elle contrôle des sénateurs, parce qu'elle a un contrôle politique très puissant. Donc la CIA est capable de mettre la NSA à l'amende, la CIA est capable de mettre le FBI à l'amende. Donc en réalité, la CIA est devenue de plus en plus, enfin c'est KGBisé. Donc la CIA, même si elle s'est KGBisée de façon très considérable et de façon très dangereuse, c'est exact. Le KGB s'est séparé en SVR et FSB. Et le SVR aujourd'hui n'a absolument pas les moyens d'organiser 5 coups d'État simultanés dans le monde. Or, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec la CIA, à savoir un coup d'État par les armes en Syrie, 2 coups d'État dans l'ancien Pakistan, le Pakistan historique, le Pakistan de l'indépendance, le Pakistan de 47, c'est-à-dire le Pakistan et le Bangladesh, tous les deux sous coup d'État. Imran Khan a été dégagé par un coup d'État et aujourd'hui, les manifestations qui voudraient le remettre au pouvoir sont bloquées par la CIA. Le Bangladesh aussi, bien sûr, a subi un coup d'État de la CIA. Vous avez la Roumanie qui a subi un coup d'État de la CIA au prétexte de TikTok. Sous-entendu, si vous utilisez TikTok dans une campagne électorale, bah maintenant vous êtes victime d'une ingérence brixo-sino-russe. Cependant, bien sûr que pendant les printemps arabes, ce qui vous montre bien à quel point la Syrie est liée avec tout ça, pendant les printemps arabes, alors là, si vous utilisiez Facebook pour renverser un gouvernement, c'était génial, c'était l'amour, la démocratie et les chatons. Typiquement, pendant la Bulgarie, bien sûr, en 2013, quand vous avez eu le renversement du gouvernement Orecharski, qui était lié à une révolution Facebook, et ben là, c'était génial. C'était pas du tout, mais alors pas du tout une ingérence de la CIA, pas du tout une ingérence des États-Unis et de Madison Avenue. C'était au contraire un truc génial, la démocratie, tout ça, tout ça. Bah, si maintenant vous avez un candidat qui utilise TikTok, vous pouvez annuler l'élection sans problème, ce qui s'est passé en Roumanie. Donc, Roumanie, Géorgie, Bangladesh, Pakistan et Syrie, la CIA est capable de mener 2 fronts, 5 coups d'État sur une période de moins d'1 an. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de Biden hier. Biden promet d'envoyer de l'aide au nouveau régime pour reconstruire la Syrie. Là, je vous ai mis le tableau, le compteur de la dette américaine. C'est 34 000 milliards de dollars. J'arrive pas à lire le chiffre, il est trop gros. C'est trop, zef, ça suffit là. C'est-à-dire que le mec, il a 34 000 milliards de dollars de dette, et là, il est en train de t'expliquer que ne vous inquiétez pas, on va vous aider à reconstruire. On va aider à reconstruire qui? Les islamistes. Alors là, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous, c'est drôlissime. C'est le plus gros sketch et vous allez voir les conséquences sont phénoménales. Phénoménales. Regardez-moi ça. Hein. Ça, c'était un dessin de la Touffe, qui était exceptionnel. C'est un caricaturiste, je crois, vénézuélien.
Donc ça, c'est un radical syrien rebelle, donc c'est un intégriste islamiste syrien, ISIS-Daesh, et à droite, c'est un rebelle modéré de HTS, Hayat Tahrir Sham. Voilà. C'est magique, c'est magique. Ils nous ont pris le même emballage, mais vous allez voir, vous, ah non, mais je vous le dis, vous n'êtes pas prêts là. Là, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Ça, ils nous ont pris le même, Abu Mohamed El-Joulani, LGBTQ, HTS+. Allez, emballage, queer, LGBT, démocratie. Alors, c'est exceptionnel. Il a fait une interview sur CNN Arabiya. Il leur a dit texto, tout de go, sans ciller, sans rougir. Elle lui a dit, oui, mais vous êtes quand même impliqué depuis de nombreuses années dans des tueries de civils, des nettoyages ethniques. Il lui a dit, ah non, moi personnellement, non. Mais bon, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, il faut se mettre dans le contexte, en fait. C'est genre Pierre Palmade. Oui, mais il faut se mettre dans le contexte. J'ai trop bu, je me suis pris trop de drogue, bon, voilà, j'ai tapé. Bon, voilà, quoi. C'est pareil. Sauf que là, on parle de centaines de milliers de morts. C'est-à-dire que la Syrie, ça fait 15 ans qu'elle est en guerre. Hein. C'est une guerre, mais monstrueusement violente. Ils se font attaquer de partout. Ils se font financer, les rebelles, par l'Israël, la CIA, la Turquie, l'OTAN. C'est un carnage, une boucherie. Et l'autre, il te dit, là, lui, il est dedans. Alors, je vais vous montrer qui c'est le Joulani. Je vais vous montrer qui c'est. Vous êtes prêts? Are you ready? Bon, on s'assoit quand même parce qu'on ne prend pas de risque. Hein. El-Joulani, c'est un intérimaire. C'est le mec qui fait de l'intérim, groupement terroriste. Donc, il a 40 ans. Et depuis 2003, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, il a appartenu à Al-Qaïda en Irak de 2003-2006, puis Daesh en Irak de 2006 à 2012. Donc là, il a fait ses débuts, ses armes, 4 ans. Après, il fait 6-7 ans à Daesh. Après, il fait Front Nusra, 2012-2016. Après, il fait Front Fath al-Sham, la libération du Sham, 2016-2017. Après, il fait Hayat Tahrir Sham, le dernier, depuis 2017. Maintenant, c'est un émir, il est monté en grade. C'est-à-dire que le mec, ça se voit que c'est un agent qui a infiltré tous ces mouvements. Ça se voit trop. C'est évident. Et vous allez voir les déclarations de certains d'entre eux concernant l'entité sioniste. C'est de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on a un type qui a appartenu aux mouvements terroristes les plus violents, les plus barbares de l'histoire de la région. Et là, on nous le présente maintenant comme un modéré. Regardez-moi ça. Et là, il parle direct. Ça y est, il s'est fait une belle coupe de cheveux, il a taillé la barbe. Maintenant, il est gentil. Et je ne sais pas si vous voyez les caricatures. Je trouve celle-là magnifique. Ça, c'est le chat de... Comment il s'appelle le dessin animé là? Le chat botté. Vous savez, le chat botté, quand il veut faire le gentil, avec les yeux qui brillent comme ça, ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cadre grisonné, obscurci, on voit les carnages, les massacres, mais maintenant, Al Jazeera, CNN vont nous présenter le gentil modéré, islamiste modéré. C'est quand même extraordinaire. Alors, je rappelle quand même, et là, c'est pas moi qui parle, je me suis cassé la tête à faire toutes ces captures écran, ce n'est pas pour rien. Je vais vous montrer ce que disent les Américains d'Al-Qaïda, Daesh et compagnie, ISIS et compagnie. Daesh, c'est ISIS, hein, c'est le même acronyme. Daesh, c'est en arabe, ISIS, c'est en anglais. Donc, alors, vous êtes prêts? Alors, je rappelle quand même, on n'a pas besoin des Américains, hein, c'est qu'on a besoin d'aucun média, Ces mouvements terroristes ont ciblé absolument tout le monde, sauf l'entité sioniste. On est clair. Ils ont massacré. En fait, 98% de leurs victimes, c'est des musulmans, en fait. C'est des arabo-musulmans. Que ce soit la Libye, la Syrie, la Tunisie, le Liban, le Yémen, l'Égypte. C'est tout le temps la même histoire. L'Afrique, l'Asie, partout. Ok, tout le temps la même histoire. Bon.
faudrait quand même se réveiller. Alors, au lendemain du 7 octobre 2023, regardez-moi bien ça. Regardez ce que dit, après la rencontre de Blinken, le secrétaire d'État ministre des Affaires étrangères américain, et de Benjamin Netanyahou, après leur rencontre, regardez ce qu'il dit. Hein. On est au 12 octobre 2023. Le président Biden avait absolument raison d'appeler cela pure evil, le mal pur. Le Hamas et ISIS, le Hamas et Daesh. Et tout comme Daesh, il a été écrasé, de même le Hamas, tout comme Daesh qui a été écrasé, de même le Hamas sera écrasé. Le Hamas devra être traité exactement comme Daesh a été traité. Il devrait être recraché de la communauté des nations. Aucun leader ne devrait les rencontrer, aucun pays ne devrait les héberger. Ceux qui le font devraient être sanctionnés. C'est-à-dire que là, Biden, il explique qu'il va aider la Syrie de Daesh et il devrait être sanctionné. Mais c'est eux qui disent bien, pas bien, bien, pas bien, selon leur délire du jour. Mais attention, ça a des conséquences tout ça. Ça a des conséquences très graves. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, enfin là, c'est les jours qui viennent, il y a le procès de Samuel Paty, enfin des assassins de Samuel Paty, 108. Et donc je vais vous montrer une image. Regardez-moi ça. Hein. Abdullah Anzorov était fasciné par le groupe terroriste HTS, Hayat Tahrir al-Sham, implanté dans le nord-ouest syrien et était en contact avec eux au moins 2 djihadistes russophones. Ok ? Il était au contact avec au moins 2 djihadistes de HTS. C'est-à-dire que maintenant, comment on va faire avec ça ? Ben, apparemment, ce n'est pas des terroristes, c'est des gentils. Moi, je dis aux avocats de tous les Français qui sont allés faire le djihadisme là-bas, là, au Levant, ben, de reprendre les trucs, quoi, les procès, dire attendez, mais ils étaient avec les gentils en fait, ils n'étaient pas méchants, regardez, maintenant ça négocie. Tout le monde les a félicités, Macron, Barrot les a félicités, Netanyahou a félicité, HTS de leur victoire. Est-ce que vous trouvez ça sérieux ? Bon, bah, on est d'accord, ce n'est pas très sérieux. C'est inacceptable. Inacceptable. Franchement, c'est de la folie. C'est de la folie. Regardez cette tribune d'Éric Marty dans Le Monde du 17 octobre 2023, 10 jours après le 7 octobre. Avec l'agression barbare du 7 octobre, le Hamas a rejoint le paradigme inauguré par Al-Qaïda, affermi et consolidé par l'État islamique, par Daesh, par ISIS. En mettant en scène l'horreur de ces actes, l'organisation palestinienne utilise désormais la même grammaire visuelle que celle issue du 11 septembre, explique l'écrivain universitaire Éric Marty dans une tribune au Monde. Il estime que les termes de crimes de guerre sont insuffisants pour caractériser l'attaque contre l'Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il y a 1 an, Daesh, Al-Qaïda, c'était le Hamas, c'était la pire engeance, c'était la menace contre les libertés, les lumières, le monde. Blablabla. Et là maintenant, bien, super. Là maintenant, il passe à la télévision et il te dit, ben non, il faut remettre les choses dans le contexte, c'était la guerre, les gens avaient des émotions fortes. Et puis nous avons évolué. Il a évolué, mesquine. Oh, mesquine, petit, comme il est gentil. Il y avait des émotions fortes, en fait. Il tue des civils parce qu'il a des émotions fortes. Moi, si quand j'ai des émotions fortes, je tue des civils, il ne reste plus personne sur Terre. Hein. Des émotions fortes, maintenant, on tue les gens. C'est un argument, ça, à sortir. Regardez ce que postait l'US Embassy. We remain committed to bringing leading AQS figures in HTS to justice. Bon, ils sont bien impliqués, bien décidés à ramener les leaders de HTS. Bon, c'était en 2017, à vrai dire. Donc, devant la justice. Reward for Justice, hein, ils ont mis il y avait 10 millions de dollars sur sa tête. C'est qui, lui ? C'est Abu Mohammed Al-Joulani, c'est le patron d'HTS. Vous le voyez là, c'est pas moi, hein. C'est l'US Embassy. Donc là, il faut m'expliquer comment ça fonctionne en fait, le business. Moi, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à suivre. Mohamed Al-Joulani Abu Al-Joulani était recherché par les services américains. En 2017, l'ambassade américaine
avait clairement mis sa tête à prix pour 10 millions de dollars. On a affaire à un client sérieux et on est passé de 10 millions de dollars à Le Parisien, par exemple, donc le groupe LVMH, qui titre Radical Pragmatique. Voilà, Radical Pragmatique, c'est quasiment Clémenceau, c'est magnifique. Hein. Clémenceau était du parti radical, donc on passe de radical dans le sens islam radical, dans le sens fiché S, dans le sens renseignements généraux, à radical pragmatique dans le sens Clémenceau. C'est assez extraordinaire. Enfin, vous savez que la presse mourante, Le Parisien a perdu encore 10% de son lectorat rien que cette année. La presse mourante qui n'est achetée par les milliardaires que pour l'influence et rien d'autre, est encore en train de jouir de sa croyance qu'elle est capable de blanchir n'importe qui. Donc vraiment, comme on l'a vu avec des gens en Ukraine qui sont des nazis, quoi, de dire que ces mecs-là sont des gens bien, ben voilà, on peut vous dire que des nazis en Ukraine sont des mecs bien, et on peut vous dire que Hayat Tahrir al-Sham, HTS, c'est des radicaux, radicaux pragmatiques. Donc encore une fois, c'est quasiment Clémenceau, quoi. C'est quasiment du Clémenceau. Bon, c'est rigolo, mais c'est pas la réalité, vous le savez, bien sûr. Mais on voit donc une tentative de blanchiment de HTS. Cela dit, même si je ne veux pas faire de pronostic, je ne les vois pas durer très longtemps. Hein. Al-Joulani, je ne le vois pas durer très longtemps pour tout un tas de raisons. Parce que, bon, les tensions vont persister aujourd'hui. Maintenant, évidemment, d'où ça vient tout ça? D'abord, pourquoi déjà c'est un coup majeur pour la Russie? Parce que j'ai ouvert ce direct en vous disant, c'est un des coups les plus graves portés à la Russie depuis au moins 2014, peut-être depuis 2011. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2014? Revenons à la géopolitique russe d'après 91 même. Alors 91, la Russie est à genoux. Dans cette période, les Américains vont agir. Ils vont agir notamment en Irak, première guerre du Golfe. Ils vont agir en Yougoslavie, bien sûr. Yougoslavie, rien que le nom était insupportable hein, pour l'Empire, parce que ça veut dire les Slaves du Sud. Donc ça veut dire l'accès aux mers chaudes. Et l'accès aux mers chaudes, c'est bien sûr la pire chose qui peut arriver pour un ennemi de la Russie. L'idée que la Russie ait un accès aux mers chaudes, c'est quelque chose de dramatique. On va voir bien sûr que c'est lié avec la situation en Syrie aujourd'hui et avec la Crimée. D'une façon générale, un des invariants des démultiplicateurs de puissance pour la Russie, c'est l'accès aux mers chaudes. Raison d'ailleurs pour laquelle Pierre le Grand avait créé Pétrograd, Saint-Pétersbourg. Pétrograd avait été créé pour avoir un accès, pour avoir un port sur la Baltique qui pourrait rester en eau toute l'année, contrairement à Arkhangelsk par exemple. Et c'est resté donc éternellement un problème pour les Russes, avec en plus le problème de pouvoir faire dialoguer leurs deux côtes, à savoir donc Saint-Pétersbourg et Vladivostok, qui a été donc un grand problème avec le Japon, la bataille de Port Arthur, la bataille de Tsushima, etc. Les Américains, eux, n'ont pas ce problème parce qu'ils contrôlent le canal de Panama. Et ça a été un énorme et gigantesque démultiplicateur de leur puissance parce que les Américains sont capables de faire dialoguer très rapidement leurs deux côtes. Les Russes ne sont pas capables de faire dialoguer très rapidement leurs deux façades littorales. Et en 1905, ça leur a coûté extrêmement cher d'envoyer une expédition comme ça de leur côte ouest à leur côte est. Ça a été d'ailleurs une énorme branlée infligée par les Japonais, et ce qui a bien démontré que les Russes avaient besoin de pouvoir faire dialoguer ces deux côtes. Donc, les Américains, entre 91 et 2001, vont opérer en Yougoslavie, en Irak, en Algérie aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas un hasard si les décennies de plomb ont eu lieu après l'effondrement de l'Union soviétique. Hein. L'Union soviétique était le congélateur qui empêchait l'islamisme en Algérie de trop émerger. Mais quand le congélateur est tombé en panne, bah vous savez ce qui se passe quand vous avez un congélateur qui tombe en panne, vous avez des vers. Et c'est littéralement ce qui s'est passé avec l'Algérie en 91. Le congélateur soviétique tombe en panne et l'Algérie est bouffée au vert par ce que la CIA a toujours utilisé contre l'Union soviétique, à savoir l'islamisme. Et d'ailleurs, à beaucoup d'égards, ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90 est ce qui s'est passé en Syrie, avec deux grandes différences, bien sûr, la frontière avec Israël et la frontière avec la Turquie, qui font que, évidemment, la position de la Syrie est complètement différente. Ces enjeux sont complètement différents. Vous ajoutez à ça que la Syrie est un verrou gazier, techniquement l'Algérie aussi, mais la Syrie est un verrou gazier entre le Qatar et la Turquie, ce qui a scellé son sort. Mais ce qui s'est passé en Syrie est très comparable en réalité
aux décennies de plomb, à la décennie de plomb en Algérie. À savoir, vous avez la CIA qui a toujours soutenu l'islamisme contre les pays baassistes. L'Algérie n'est pas baassiste, mais pro-socialiste et essentiellement laïque. Et vous avez évidemment, quand le rapport de force avec l'Union soviétique s'effondre, eh ben, ces fondamentalistes-là sont capables de déstabiliser un pays entier. Et l'Algérie est en train de prendre des notes de ce qui s'est passé en Syrie pour cette raison, parce que ça peut toujours être le cas. Je rappelle que l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et qu'avant, l'ancien plus grand pays d'Afrique, c'était le Soudan qui a été découpé de la même manière et pour des raisons très comparables à la Syrie. Sauf que pour le Soudan, bien sûr, c'était notamment, pas seulement, que c'était un grand fournisseur d'hydrocarbures à la Chine. Vous voyez même des films américains qui en parlent, comme le film Syriana avec George Clooney, qui entre-temps, pour son rôle dans le Darfour, est passé au Council on Foreign Relations. C'est un acteur, mais il est membre du Council on Foreign Relations. Et Hubert, je mets ton petit emoji champignon, ça fait plaisir. Donc typiquement, c'était une façon de déstabiliser, de découper, de balkaniser comme pour la Yougoslavie, le Soudan. Et aujourd'hui, il y a des forces qui voudraient balkaniser l'Algérie aussi. C'est pour ça que j'ai toujours été contre que l'Algérie prenne part elle-même à d'autres balkanisations. Je ne vais bien sûr pas donner de mots-clés, vous savez de quoi je parle, parce que je ne veux pas non plus que l'Algérie soit balkanisée. Et en général, comme le disent les proverbes, celui qui fait rouler une pierre se la prendra sur le coin de la gueule. C'est malheureusement ce qu'on est en train de voir. Donc, en Syrie aujourd'hui, d'ailleurs, rappelez-vous que Kadhafi, à la Ligue arabe, avait mis en garde tous les autres chefs d'État arabes, qu'ils soient monarques ou qu'ils soient républicains, de ce que ce qui était arrivé à Saddam Hussein allait leur arriver aussi. Et ils s'étaient éclatés de rire. C'est en train de tourner sur X aujourd'hui. Et on voit les chefs d'État arabes s'éclater de rire quand on a Kadhafi qui leur dit « Vous allez voir ce qui vous est arrivé. Ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à Saddam va vous arriver aussi. » Et très peu de temps après, ça lui est arrivé aussi à lui. Et Bachar al-Assad s'éclatait de rire. Eh ben, il n'aurait pas dû s'éclater de rire. Alors, j'ai vu dans le chat, très bonne remarque, qui me disait « Idriss, ton analyse tombe à l'eau parce que tu disais les Russes veulent prouver que Bachar, ils seront capables de le protéger. » Bah justement, c'est exactement ça. En effet, je ne m'attendais pas à ce que les Russes laissent tomber Bachar el-Assad aussi facilement, mais toute l'analyse de cette vidéo, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que c'est un coup infligé aux Russes, parce que le message le plus important, on peut parler de la géopolitique du gaz, bien sûr, mais il y a un message infiniment plus important, et c'est pour ça que j'ai mis comme miniature, j'ai mis « Excellente nouvelle, 3 petits points, pour le dollar ». En fait, ce que vient de prouver la CIA, c'est que le parapluie de Poutine ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est extrêmement brutal. Et en fait, la raison principale pour laquelle vous aviez vu notamment MBS rentrer dans les BRICS, la raison principale pour laquelle vous aviez vu des chefs d'État arabes faire des transactions pétrolières en dollars, les sortir en dollars, pardon, les faire en renminbi ou en roubles, c'était que Poutine avait été capable de protéger Bachar el-Assad de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça avait joué un rôle mais absolument majeur dans le fait que l'Arabie Saoudite rentre dans les BRICS. Et je vous fiche mon billet que l'Arabie Saoudite va se rapprocher des États-Unis maintenant, même si avec Trump, la question peut toujours se poser. L'État profond américain ne peut pas renverser directement MBS comme ça. Donc soit MBS se dit « j'ai eu chaud, mais avec Trump, c'est fini ». C'était le dernier baroud d'honneur de la CIA et elle a dézingué Bachar al-Assad avec l'aide de la Turquie qui avait des intérêts à le faire et avec l'aide d'Israël qui avait aussi des intérêts à le faire. Mais c'est fini. Auquel cas, la question du parapluie russe se poserait pas forcément autant. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que pour moi, cet événement, c'est un énorme coup porté à la Russie. Ça démontre que le parapluie russe n'est pas forcément fiable. Et c'est peut-être le truc le plus violent. Tout le reste en découle, mais c'est peut-être ça qui est le plus violent. De pouvoir indiquer au monde, quand Poutine dit qu'il va protéger quelqu'un, en fait, il y a une astérisque et c'est « voir conditions en magasin ». Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Notamment, bien sûr, conséquence de la guerre en Ukraine. Parce que c'est une conséquence de la guerre en Ukraine qui a fait que Vladimir Poutine n'a pas pu protéger Bachar el-Assad. Maintenant,
comme je vous l'ai dit, la Syrie et l'Ukraine sont liées. D'abord parce qu'elles représentent des enjeux géopolitiques éternels de la Russie depuis Catherine de Russie, avec donc évidemment l'Empire ottoman puis la Turquie prise en tenaille entre les deux, ce qui explique pourquoi la Turquie s'est retrouvée dans une coalition de facto avec Israël, parce que ses intérêts géopolitiques étaient ceux-là. La Turquie ne peut pas supporter géopolitiquement que les Russes contrôlent le nord de la mer Noire. Et elle peut encore moins supporter géopolitiquement que les Russes soient aussi bien au nord de la mer Noire et à sa frontière avec la Syrie, ce qui était le cas. Donc, même si la Russie a protégé Erdogan d'un coup d'État de la CIA, bah, il y a pas de, enfin, les États ne sont pas, comment dire, il y a pas de gratitude en matière de géopolitique. Donc, Erdogan et la Turquie n'ont aucune gratitude à avoir envers la Russie, malgré ça. Et les intérêts géopolitiques bien sentis de la Turquie demeurent, et ils sont que la Turquie ne peut pas se permettre d'avoir la Russie à sa frontière sud et à sa frontière littorale nord. Donc elle a opéré pour renverser Assad, et elle opérait déjà pour renverser Assad dès 2011, bien sûr. Maintenant, pourquoi la Russie et l'Ukraine sont liées? Parce que c'est grâce à Sébastopol, c'est grâce à la Crimée que la Russie avait pu protéger Assad. En fait, le parapluie en 2011 était issu de la base de Sébastopol. Donc en 2011, la Russie et la Chine disent no pasaran à la CIA, aux États-Unis, à Barack Obama, et disent non, on vous a laissé pour Saddam Hussein, on vous a laissé pour Kadhafi, pour Assad, c'est non. Lui, c'est hors de question, il est trop important pour nous dans la région. Donc le double veto russo-chinois, ce qui est historique, 2 puissances nucléaires, 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'opposent simultanément à Washington et qui disent non, nous allons protéger Assad. Ça a empouvoiré Assad. Il s'est dit c'est bon, à partir de maintenant, je ne peux plus tomber tant que je suis protégé par Pékin et Moscou à la fois. Plus rien ne peut m'arriver. Grave erreur. Grave erreur. Et c'est cette erreur qui l'a conduit à sa chute, et c'est cette erreur que les Russes eux-mêmes n'ont pas vue apparemment. Parce que les Russes eux-mêmes ont apparemment surestimé leur capacité à protéger Bachar el-Assad. Parce que oui, les Russes ont fait de la protection de Bachar el-Assad un pivot absolu de leur diplomatie. Et j'insiste, c'est parce qu'ils ont montré au monde arabe qu'ils étaient capables de protéger Bachar el-Assad qu'ils ont pu quasiment retourner MBS. Pas complètement le retourner, mais quasiment. En tout cas, le faire intégrer les BRICS, le faire multiplier les signes d'irrévérence envers l'administration Biden. Combien de fois, enfin, contre l'administration Biden, c'était même impressionnant de voir ce que faisait Mohamed Ben Salman. De dire non, mais je discute pas avec les sous-fifres. On peut faire une visioconférence avec Biden si vous voulez, mais je vais pas aller le voir. Il va pas venir me voir non plus. Enfin, c'était la façon dont l'Arabie Saoudite discutait avec l'administration Biden était très très irrévérencieuse. Et toute cette irrévérence ne venait que d'une seule chose, du fait que MBS se sentait également coprotégé par la Russie. Et cette coprotection vient de perdre toute sa crédibilité. Toute sa crédibilité. Ça, et pour moi, c'est le centre de cette vidéo. C'est ça qui vient de se passer avec la chute de Bachar. Et en effet, je m'attendais à ce que les Russes, pour qui avaient tellement joué leur crédibilité diplomatique là-dessus, résistassent davantage. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas résisté davantage, c'est qu'ils ne pouvaient pas. La CIA a fait une superbe technique clé de bras, une soumission, comme on dirait en MMA. En fait, la CIA a imposé une soumission à la Russie sur la Syrie. On était vraiment dans l'octogone, et le combattant CIA a collé une énorme soumission à la Russie en Syrie. Et c'est remarquable et c'est spectaculaire. Et c'est d'autant plus spectaculaire que ça se jouait dans un mouchoir de poche, puisque c'était avant la prise de fonction par Trump. Discussion avec Netanyahou il y a une quinzaine d'années. Je connais particulièrement bien l'Amérique. Tu peux facilement manipuler les États-Unis, les orienter dans la direction que tu veux. Les Américains ne nous poseront aucun problème. 80% des Américains nous soutiennent déjà. C'est vraiment incroyable. Nous avons de très grands partisans là-bas. Mais quand je vois le président Benjamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, depuis
depuis que Damas est tombé, les chars israéliens sont rentrés de 14 km dans la Syrie, en territoire syrien, et le mont Hermon, maintenant, il y a un drapeau de l'entité sioniste génocidaire. OK? Drapeau normal, tranquille, entité sioniste génocidaire. Normal. Et tu as la Nili Kupfer-Naouri, l'avocate franco-israélienne ultra-sioniste et génocidaire, qui applaudit ça, alors que ils sont en mode invasion. Ils sont en train d'envahir. C'est-à-dire la Turquie a envahi. Il n'y a aucun respect des règles internationales, rien. C'est le chaos. Le chaos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas que celle-là. Mais ça, c'est une interview tranquille sur une chaîne israélienne, la 11, d'un rebelle syrien. Apparemment, c'est quelqu'un qui a le droit de parler, donc c'est un cadre, qui dit « Chers voisins et amis de l'État, amis d'Israël, il n'y aura pas d'extrémisme. Nous partageons la même passion que vous. Nous invitons Israël à venir en Syrie et à investir. » Normal. Normal. C'est irréel. C'est totalement irréel. D'ailleurs, depuis la chute de Damas, les Israéliens bombardent tous les jours, alors que ça y est, il est parti, Saddam. C'est leurs copains de HTS qui ont pris le pouvoir. Ils bombardent tous les jours et ils sont rentrés de 15 km dans les territoires au-delà du Golan, du plateau du Golan. Et je rappelle qu'El Joulani, ça veut dire celui qui vient du Golan. Donc on aimerait bien savoir maintenant, est-ce qu'il va libérer le Golan de la colonisation illégale turque depuis la guerre des 6 jours ou pas? Hein? Comment va-t-il répondre aux agressions ultra-violentes des bombardements de l'aviation israélienne? Le Joulani. On va voir ça, ça va être rigolo. Times of Israel, ok? Times of Israel. Regardez ce rebelle qui demande à l'entité sioniste un support. Voilà. De l'aide militaire. Ok? Bon. Je rappelle encore une fois que quand on dit HTS, Hayat Tahrir Sham, c'est l'organisation de la libération du Sham. Sham, c'est ça. Hein? Sham, c'est ça. OK? Ça va jusqu'au Sinaï. Ça monte jusqu'à la Turquie. Vous le voyez. Hein? Ça prend donc toute la Syrie, toute la Jordanie. Voilà quoi. Hein? Le Liban, la Palestine occupée. Voilà. C'est ça, Sham. C'est un gros territoire. C'est comme ça qu'on appelait Shem depuis 1500 ans. Donc, plus avant l'arrivée de l'islam. Hein. C'est des mots qui existaient bien avant l'arrivée de l'islam. Donc, comment on fait là? Est-ce qu'ils vont libérer? Parce que je ne sais pas, il n'a pas dit Hayat Tahrir Souria. Ils n'ont pas dit HTS Hayat Tahrir Syrie, Souria. Non, Shem. Donc, s'il doit libérer Sham, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, qu'en est-il des conséquences de toutes ces guerres? Vous croyez que c'est gratuit tout ça? Vous croyez qu'il n'y aura pas de conséquences? Voilà les comptes, on va dire, les stats des millions de déplacés, de migrants après les guerres post-11 septembre américaines. OK? Donc, il y a eu très vite l'Irak. Après, il y a eu très vite l'Afghanistan. Après, bien plus tard, il y a eu la Libye, il y a eu le Yémen, la Somalie. Après, il y a eu la Syrie en même moment que la Libye. Et après, tout s'y passe par la Turquie pour arriver en Allemagne, en France, en Angleterre, par millions. Est-ce que vous croyez que c'est intéressant pour l'Europe, cette déstabilisation? Je pose la question. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Je pense que c'est même extrêmement dangereux. C'est très, très, très dangereux. D'ailleurs, je pense que, étant donné que tout ceci est clairement une mise en place du Eretz Israël, c'est-à-dire le grand Israël, la terre d'Israël, qui va, comme le drapeau l'indique, de l'Euphrate au Nil, donc la Syrie est tombée. Le suivant, c'est quoi? C'est la Jordanie, l'Irak, et l'Arabie Saoudite, tout le nord, et bien sûr l'Égypte.